La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Café des Copains où nous recevons désormais Café Philo Haïti. Café Philo, cette initiative de l'association culturelle Café Philo Haïti en partenariat avec la radio-télévision Caraïbe qui veulent, sur une base hebdomadaire, renouveler cette vocation de démocratiser la parole philosophique. Café Philo se veut notre espace de réflexion, de débat autour des problématiques liées à la haïtianité. C'est là l'idée de la promotion d'un espace public, d'un espace qui favorise les problématiques haïtiennes, d'un espace, comme pour parodier Ralph Jean-Baptiste, un espace pour combattre l'intellectualité, la centralité intellectuelle prégnante en Haïti et pour vivre autrement l'engagement de la jeunesse. Café Philo pour changer la vie. Eh bien, c'est dans cette perspective que nous vous apportons aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'engouement, un Café Philo pour penser le développement durable. Et suivant le format habituel de Café Philo, je vous invite à vous lever pour entonner l'hymne national, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes de terre, une chose, soyons maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. À présent, nous faisons place à la chanson dite fétiche de Café Philo, Hasta siempre el comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida
des finances publiques. Et ensuite, ce sera le tour à Dulan Foglas qui vous présentera l'aspect de la participation citoyenne et l'aspect de l'identité et la question de l'équité de genre, qu'est-ce que ça a à voir avec la problématique de développement durable. Et ensuite, on fera le point sur le concept globalement avant de prendre les interventions. Merci. Merci Séval. Bonsoir à tous et à toutes. Et bonsoir également aux téléspectateurs de la radio-télévision Caraïbe. Et j'en profite également pour saluer mes collègues stagiaires qui ont fait le déplacement, et particulièrement tous les DC, les NC et le PC. Et je suis en fait ravi d'être ici à Café Philo ce soir pour intervenir dans un espace de débat philosophique où nous réfléchissons sur les problématiques des disciplines scientifiques dans une perspective philosophique. Et mon intervention, comme vient de le dire Saint-Val, va s'accentuer sur le financement du développement et particulièrement dans une approche, je dirais, de la conception sociologique des finances publiques. Donc, mais je vais essayer de mettre à côté tous les aspects techniques des finances publiques pour essayer d'aborder la question, comme je viens de le dire, dans la simple conception sociologique des finances publiques. Tout d'abord, je me permets quand même de vous présenter l'évolution même de la conception des finances publiques à travers le temps, et pour ensuite essayer de vous expliquer en quoi consiste cette conception sociologique des finances publiques, pour conclure ma présentation avec certaines considérations que certainement les autorités doivent prendre en compte s'ils veulent vraiment mettre en place un système financier qui vise vraiment à financer le développement durable. Disons rapidement que les bases, ou du moins les fondements de la science des finances publiques ont été posés au XIXe siècle sous l'ère de l'État gendarme, qu'on appelle généralement l'État classique, dont les actions se confinent exclusivement aux tâches policières, militaires et judiciaires, ce qui donne aux finances publiques automatiquement une fonction unique, c'est-à-dire celle de financer les charges de fonctionnement de l'État. Et à l'époque, disons que la conception des finances publiques était essentiellement juridique. Et cette conception est d'ailleurs la première de la science des finances publiques. Et elle se donnait comme mission de regarder les moyens par lesquels l'État se procure ses ressources et comment cet État va les répartir sur l'ensemble de la population, comme le souligne d'ailleurs Gaston Gèze. Il s'agissait en réalité d'étudier les règles juridiques, administratives ou constitutionnelles auxquelles sont pliées les activités financières de l'État. Mais un peu plus tard, avec l'avènement de l'État-providence, qui est une autre forme d'État, on a vu que les interventions de l'État se généralisèrent et vinrent à concerner également la vie économique et sociale. Et on a pu constater, comme le souligne la Lumière, que de nouveaux groupes sociaux vont bénéficier du budget également, à travers notamment la sécurité sociale. Alors, au niveau de la science des finances publiques, la nécessité se faisait ressentir d'avoir une nouvelle conception pour embrasser ces nouvelles spécificités avec l'élargissement des champs d'intervention de l'État. Disons que on a vu émerger une nouvelle conception, une conception dite économique, qui visait à étudier les moyens de couverture des dépenses publiques et aussi les moyens d'intervention économique et sociale de l'État. Donc, cette conception ne se contente pas seulement d'étudier l'ensemble des règles, mais elle regarde également les différents moyens d'intervention économique et sociale de l'État. Ce qui fait que la finance publique revêtait alors deux autres fonctions, à côté de la fonction ancienne qui était de financer le fonctionnement de l'État. Ces fonctions étaient particulièrement la productivité ou bien la production
de services. Et de plus, on a vu également que l'État avait également une fonction pour réduire les inégalités de richesse et régulariser en quelque sorte la croissance économique. Avec cette conception, des problèmes qui n'ont pas été jusque-là étudiés ont été abordés pour la première fois, par exemple, la non-productivité des dépenses publiques, la question de l'équilibre budgétaire par rapport à la conjoncture, etc. Mais pendant ce temps-là, d'autres disciplines ont essayé de trouver une nouvelle conception pour essayer d'aborder en fait les différents aspects qui sont extérieurs à leur domaine. Et c'est dans cette perspective que la science des finances également, on dirait que les tenants de la science des finances ont automatiquement pensé à faire émerger une nouvelle conception des finances publiques qui leur permettra de certainement étudier beaucoup plus en profondeur, ou du moins de prendre en compte le cadre social dans lequel que l'État évolue. Et à partir de là, on a vu que la vie financière des collectivités publiques devenait de plus en plus complexe. Et cette complexité, la conception juridique et la conception économique des finances publiques ne permettaient pas de la saisir. Donc, c'est ce qui explique effectivement l'émergence de cette nouvelle conception. Ainsi, au début des années 1900, avec deux mouvements intellectuels, l'école autrichienne, avec notamment Rudolf Goldsched et Joseph Schumpeter un peu plus tard, on a vu que les bases de cette nouvelle conception ont été posées. Également, il y a l'école italienne avec Carlo Conigliani, puis Anni Montemartini, ainsi qu'Alfredo Vilfredo Pareto, qui s'est fait une place singulière dans cette conception des finances publiques. Et dans cette approche sociologique, les finances publiques sont vues comme l'étude des décisions. Donc on a dépassé l'étude des règles juridiques, l'étude des moyens par lesquels l'État finance ses dépenses. On a étudié de préférence l'idée même qui est cachée derrière les décisions que l'État, à travers ses autorités, prend. Et la sociologie des finances publiques cherche alors à comprendre les processus impliquant les deniers publics à la lumière des théories et des méthodes de la sociologie. En ce sens, elle nous propose une lecture financière de l'action publique ainsi qu'un terrain de questionnement aux théories des sciences sociales. Pierre Lalumière, un grand juriste français qui a écrit sur les finances publiques, ne soit pas étonné qu'un juriste soit écrit sur les finances publiques, puisque le droit et les finances publiques sont très proches. Et d'ailleurs, on considère même les finances publiques comme une branche du droit public. Et cet auteur reconnaît que la conception sociologique des finances publiques constitue la seule approche pouvant nous permettre d'assurer une représentation synthétique des phénomènes financiers liés à l'État. Donc, alors, la sociologie des finances publiques, en réalité, comme le laisse comprendre Marc Leroy, il s'agit en fait d'une théorisation de la dimension empirique des finances publiques en s'appuyant sur tout ce qu'il y a de politique, de psychologique et d'économique dans la question. Maintenant, on va voir qu'un peu plus tard, cette approche va subdiviser en plusieurs autres branches. Il va y avoir la sociologie fiscale qui s'intéresse, elle, au rapport entre les recettes et les dépenses, et également la sociologie des budgets publics qui cherche de préférence la relation entre l'État et la société dans la détermination des dépenses et des recettes. Et maintenant, parlons de recettes et de dépenses, ça nous renvoie directement au budget, c'est-à-dire le budget de l'État, généralement qu'on appelle loi de finances, et qui, comme je l'ai souligné tantôt, constitue un instrument fondamental de l'exercice ou de la manifestation du pouvoir financier de l'État. Et il constitue en quelque sorte un document dans lequel sont inscrites toutes les prévisions de recettes et de dépenses d'un gouvernement pour un exercice qui s'étale généralement sur un an. En ce sens, il exprime les grandes priorités de celui-ci concernant ses objectifs pour la société et surtout en matière de développement.
En bref, par rapport à l'ensemble de ces considérations que je viens de faire sur la conception sociologique des finances publiques, et pour parler du financement du développement durable, je me suis dit qu'il faut aller et questionner le fondement même des recettes et des dépenses prévues dans le cadre des budgets qui auront à financer les plans annuels et même pluriannuels dans une perspective de développement. Donc, maintenant, les sociologues des finances publiques disent que pour vraiment questionner le bien fondé des recettes et des dépenses, il faut le faire à trois niveaux. D'abord, au niveau des recettes, et ensuite au niveau des dépenses, et ensuite faire une certaine considération générale sur l'ensemble du système financier de l'État. Voyons rapidement en quoi consiste le questionnement du bien fondé des recettes. Donc, questionner le bien fondé des recettes prévues constitue à voir dans quelle mesure la société, à travers les activités économiques qu'entretiennent les individus, peuvent effectivement générer les recettes que l'État prévoit dans le cadre de ses budgets. Donc, et également savoir est-ce que les citoyens ou les contribuables sont prêts à donner ce que le fisc les réclame. Donc ça, c'est l'aspect surtout psychologique de la question. Et ensuite, il faut voir également quelle est la conception de la société ou des contribuables, des dirigeants. C'est surtout l'aspect politique des finances publiques. Et de plus, est-ce qu'il y a une bonne gouvernance financière, c'est-à-dire une gouvernance où les gouvernants rendent compte des recettes et des dépenses qu'ils ont effectuées au cours de l'exercice ou de l'année et également. Vous savez bien que les recettes de l'État ne proviennent pas seulement de la fiscalité. Il y a également un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est celui des emprunts. Donc, étant donné que le développement durable dit que l'État, ou du moins les autorités actuelles ou la génération présente, doit prendre des décisions qui ne peuvent pas entraver les générations futures. Donc, une fois que l'État contracte des emprunts, ça va générer des intérêts et que l'État doit automatiquement payer. Bon, donc, si l'État n'est pas en mesure à payer ses intérêts aujourd'hui, ça va étaler sur les années à venir. Donc, ce sera aux générations futures de les payer. Donc, il s'agit de voir est-ce que cette décision d'emprunt n'entraveront pas les capacités des générations futures à eux également collecter des recettes. Donc, il faut, en ce qui concerne le questionnement du bien fondé des dépenses, il fallait voir est-ce que effectivement ces dépenses tiennent compte de la réalité sociale du pays. De voir est-ce que les dépenses reflètent effectivement la structure sociale du pays. Est-ce que les recettes sont bien, les dépenses sont bien réparties. Par exemple, est-ce que les départements qui sont moins riches reçoivent suffisamment de recettes ou de fonds pour financer leurs projets de développement. De voir également, est-ce que ce ne sont pas les départements qui sont les plus riches qui bénéficient de beaucoup plus de recettes et qui bénéficieront plus des dépenses de l'État. Donc il faut voir tout ça. Et ensuite, il faut voir est-ce que, encore une fois, les sociologues des finances publiques ont insisté sur le fait de regarder est-ce qu'il y a une bonne gouvernance financière au niveau de l'État. Et en plus de ces deux aspects, j'ai souligné également qu'il faut voir le système financier dans son ensemble. C'est de voir est-ce que ce système financier sera en mesure, dans les années à venir, vraiment à conduire au développement que les autorités souhaitent. Et avant de conclure ma présentation, je voudrais souligner deux aspects que Vilfredo Pareto, dans l'un de ses travaux, a souligné. Il dit que c'est le fait qu'il importe de voir les finances publiques ne constituent pas en réalité plus un instrument de maintien de pouvoir qu'un instrument de développement réel. Est-ce qu'il n'y a pas des groupes d'individus qui utilisent ce système financier pour maintenir le pouvoir ou
est-ce que effectivement ce système financier est au service du développement? Et autre chose, c'est le fait que Vilfredo Pareto insiste sur le fait qu'il faut regarder également la forme d'appropriation qui est faite de ce système des finances. Et en gros, l'ensemble de ces considérations concerne surtout l'aspect, je dirais, théorique et même philosophique des finances publiques. Et comme j'ai dit au début de ma présentation, j'ai laissé de côté les aspects pratiques et techniques des finances publiques. Donc, ce que je voulais vous dire en réalité, c'est qu'il y a certainement une différence entre la pratique et l'aspect philosophique même des finances publiques. Donc, il y a tout un ensemble d'obstacles à surmonter dans l'aspect technique et que lorsqu'on pense effectivement sur les finances publiques, dont on doit prendre en compte. Et je vais finir ma présentation par inviter les jeunes sociologues et également les sociologues à aller fouiller sur cette conception sociologique des finances publiques pour essayer de regarder dans quelle mesure ils peuvent élaborer en quelque sorte un modèle de gouvernance financière parce qu'on a vraiment besoin en Haïti, surtout avec la logique des objectifs de développement durable. Et je vous remercie de votre attention. Maintenant, je vais place à Dylan Foglas qui va vous entretenir sur la participation citoyenne, l'équité des gens et la démocratie participative. Merci. Merci, Carl Edouis. Bonsoir à tous les amis de Café Philo. Bonsoir aux téléspectateurs de Radio-Télévision Caraïbes et à mes collègues stagiaires de l'ENAF. Je suis chargé d'intervenir sur la participation citoyenne et sur aussi les actions prioritaires à entreprendre pour atteindre les objectifs de développement durable. Le développement durable, c'est le résultat. C'est un résultat de l'ensemble d'actions de tous les citoyens. Ainsi, il implique que ces citoyens soient impliqués dans tous les processus décisionnels et ce, à tous les niveaux, administratifs, économiques, politiques et sociaux. En Haïti, on a l'impression que de plus en plus, le citoyen, la population affiche une certaine méfiance à l'égard des institutions politiques et aussi à l'égard des élus. Le problème de l'équité des genres, le problème d'intégration des personnes souffrant de déficiences physiques, le fonctionnement à double vitesse du système éducatif haïtien sont autant de freins à la participation citoyenne. Je dois souligner en cela que le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, en son article 6 stipule que, fait obligation au pouvoir public d'assurer à tous les citoyens une participation dans le processus de gestion des choses publiques et ce, à tous les niveaux de la vie administrative, nationale, régionale et locale. Dans la dynamique du développement durable que poursuit les objectifs du développement durable ODD, il est donc nécessaire de rétablir la volonté des citoyens à participer dans le sphère administrative, politique et à participer aussi au processus budgétaire. Pour participer, le citoyen doit être formé et informé. Cela constitue ce que nous pouvons appeler un cercle vertueux qui, par manque d'égard, peut se convertir, peut se transmuer en un cercle vicieux. Comment cela s'explique? Cela s'explique par le fait que plus le citoyen est informé et formé, plus il est apte à s'intéresser et à participer aux décisions qui le concernent, et plus encore il comprendra les enjeux du développement durable. À l'inverse, moins il est formé, moins il est informé, moins il participera aux dynamiques du changement, ainsi sera-t-il toujours en déphasage par rapport aux décisions qui lui concernent. Comment évaluer maintenant l'état actuel de la participation citoyenne? En dépit du désintéressement plus ou moins de la population que nous avons mentionné en sus, il y a cette masse critique de personnes qui sont marginalisées, refoulées dans les bidonvilles. Elles sont le plus souvent manipulées par le politique. En plus de tout cela, il y a cette bipolarité du pays. Un côté, il y a la République de Port-au-Prince, et d'un autre côté, il y a le pays en dehors. Il y a les provinces.
Trop souvent, nous nous défocalisons sur ce que nous pouvons faire pour atteindre les ODD, nous nous défocalisons sur ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes et nous portons l'ensemble des responsabilités sur l'État et c'est l'État même qui attend que nous lui procurons les ressources nécessaires pour pour financer ces projets. Maintenant, la participation citoyenne. Comment peut s'effectuer la participation citoyenne? Donc, il y a plusieurs façons dont peut s'effectuer la participation citoyenne, mais dans ma présentation, dans cette présentation, je vais souligner trois façons. Premièrement, c'est par la consultation publique. La consultation publique, c'est une sorte de circulation d'informations unidirectionnelles des citoyens vers les autorités. Dans ce cas, les universités et les organisations de société civile peuvent organiser et vulgariser des réflexions et des recommandations sur le document du budget et sur tous les sujets qui concernent la vie nationale. En deuxième position, il y a la communication publique. La communication publique, c'est encore une sorte de circulation d'informations unidirectionnelle, mais cette fois-ci partant des citoyens vers des autorités pour aller vers les citoyens. Les autorités doivent permettre aux citoyens de participer effectivement dans cette démarche. Troisièmement, la participation peut s'effectuer par l'engagement public. L'engagement public qui est basé sur une sorte de communication bidirectionnelle. En ce sens, nous avons des espaces de dialogue entre les citoyens et le gouvernement peut être créé. Une telle démarche s'apparente bien au processus de gouvernance et de transparence. En plus de ces trois formes, nous pouvons proposer les innovations locales ou sociales pour encourager la participation citoyenne. Elle consiste, entre autres, à la création des réseaux et des services d'entreprises communautaires par les citoyens. Pour une nouvelle planification du développement durable, il y a un ensemble d'actions prioritaires à entreprendre. Et ces actions, nous les classons en 4 catégories, en 4 axes. D'abord, l'axe économique. L'axe économique, d'abord, nous devons dynamiser le secteur de l'agro-industrie à travers la relance de l'agriculture, l'encouragement des investissements privés, locaux et étrangers dans ce secteur. Il y a aussi le renforcement du secteur de l'énergie en encourageant l'investissement public-privé dans la production d'énergie propre, énergie éolienne, hydraulique et les énergies solaires. Il y a aussi la promotion du tourisme et les industries créatives en assurant la maintenance et la révalorisation des sites touristiques, l'investissement dans le domaine de l'hôtellerie et dans la restauration, ainsi que dans les industries artisanales. L'axe maintenant environnemental. Il faut rétablir l'équilibre écologique en assurant le reboisement des mornes, des bassins versants en particulier, la création d'espaces verts et la gestion intégrée de la biodiversité et des écosystèmes marins et terrestres. Il faut aménager le territoire en accentuant sur l'assainissement, l'établissement des réseaux d'eau potable, la réhabilitation et le maillage des routes et la protection des littoraux, la sensibilisation des citoyens, les jeunes en particulier, sur les différentes contraintes écologiques et les enjeux que représente la survie et des générations futures. Et c'est d'ailleurs la définition même du développement durable, c'est un développement qui prend en compte le présent mais aussi le futur. Sur l'axe social, il faut promouvoir une éducation homogène et adaptée aux exigences des sociétés contemporaines. Celle-ci se fera en assurant la formation continue de l'enseignant et l'intégration des NTIC, l'établissement des cadres de travail adéquats et aussi en faisant du système éducatif un espace de sensibilisation et d'action pour atteindre les objectifs du développement durable. Il faut promouvoir l'équité du genre en encourageant les initiatives féminines, spécialement celles de jeunes, l'accès à l'éducation et à la participation à la vie sociale, économique et politique. Il faut dynamiser le système de santé par la construction d'infrastructures et la création de réseaux de services communautaires pour assurer des soins de proximité. Également, mettre en œuvre des mécanismes de prévention épidémiologique et de sécurité sociale. Maintenant, sur l'axe de la bonne gouvernance, il faut poursuivre
la réforme de l'administration publique, particulièrement dans le système judiciaire, des finances publiques et des relations internationales, à travers la mise en œuvre de la décentralisation, l'intégration des NTIC, comme nous l'avons dit, dans les services publics et l'ouverture du partenariat local et international. Et enfin, il faut favoriser l'approche de gestion axée sur les résultats afin d'assurer une Et là, il y a la Commission mondiale sur l'environnement et le développement qui, en 1988, dans le rapport Brundtland, définit le développement comme étant un processus de changement par lequel l'exploitation des ressources, l'orientation des investissements, des changements techniques et institutionnels se trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins des hommes. Et il est devenu important aux yeux de la communauté internationale en général, mais de chaque pays en particulier, de donner une certaine réponse à des phénomènes nationaux et mondiaux qui limitent l'efficacité des développements. Et si j'emprunte une phrase de Jacques Fez, le développement durable renvoie à une question essentielle. C'est comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Selon quelle modalité, quelle politique, quel instrument pour accroître le bien-être de la population mondiale, pour lutter contre les inégalités sociales et sauvegarder la dynamique de la biosphère. Ainsi, il y a diverses approches économiques qui ont été conçues afin de tenter de résoudre ce problème, cette triple contrainte qui exprime le concept de développement durable. Et de cette théorie, nous pouvons retenir, par exemple, celle de l'éco-développement qui lancé lors de la conférence de Stockholm en 1972. Contrairement aux autres approches, on retient la croissance économique, mais celle-ci est vraiment déterminante dans le cadre de la perspective du développement durable. Et enfin, on peut dire que le développement durable peut être présenté comme la solution qui permet de réconcilier les dynamiques économiques, sociales et écologiques dans le cadre mondial d'un partenariat toujours international qui vise à faire en sorte que les pays, que ce soit du Nord, que ce soit du Sud ou encore dans la logique centre-périphérie, d'aller ensemble vers les objectifs de développement durable que nous autres en Haïti avons signés en septembre 2015. Nous avons signé les 17 objectifs de développement durable que nous visons à atteindre en 2030. Toujours dans cette perspective, travaillons ensemble pour atteindre ces objectifs et ainsi nous aurons, comme l'a dit le thème du concours, un Haïti 2030 que nous voulons et nous devons travailler pour arriver à cet Haïti. Maintenant, nous allons faire place à la musique de Jean-Jean Roosevelt et juste avant de prédisposer l'autre partie qui est la série de questions-réponses, la série d'interventions avec le public, c'est J'ai à cœur ma planète de Jean-Jean Roosevelt. Nous sommes de retour pour les séries de questions, les interventions, les interactions avec le public. Et en premier lieu, nous annonçons Ralph Jean-Baptiste qui va intervenir. Ensuite, nous aurons Ismaël de Kerby, Cyber Romuald et tour à tour et Polo Madson pour une première série d'interventions. Je vous remercie, messieurs, qui nous reçoivent désormais ici, dans ce nouvel espace où auront lieu tous les mardis les cafés philo. Je veux donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, revenir à vous pour vous dire que je pense que votre intervention mérite la peine que l'on s'y arrête dans la mesure où ce que l'on appelle le développement de l'ensemble fait intervenir un ensemble de débats. Et parmi ces débats, il y a un point qui concerne le statut du citoyen.
par rapport à ce que vous venez de dire, comment concevez-vous désormais le citoyen? Se transforme-t-il désormais en agent de développement ou en individu conscient du fait qu'il vit dans un espace à proprement parler politique et qui envisage aussi d'entreprendre des actions en vue de se faire connaître, en vue de faire du lobbying, en vue de proposer une société qui est redevable à l'aune des conceptions politiques qu'il envisage. De ce point de vue, je m'en vais très rapidement vous poser cette question en tout cas. Dans quelle mesure pensez-vous qu'après ce que l'on a connu avec la Tortue, qui était Premier ministre, après ce que l'on vient de faire comme expérience aussi avec la CIRH de Clinton et co, comment pouvez-vous penser une action politique en adéquation ou en accord avec le développement durable? Parce que, comme vous devez le savoir, le développement durable met sur le tapis une ONGisation des sociétés. Et il se trouve que c'est pratiquement quelque chose qui s'applique davantage, la question du développement durable, quand bien même Haïti a signé bien des textes de loi par rapport à cela, bien des conventions. Il se trouve que malgré tout, c'est quelque chose qui est conçu pour les pays du Sud, les pays à la limite que l'on considère comme étant en développement, en phase de développement. Comment concevez-vous la possibilité pour que le citoyen, comme étant le fruit d'une existence à la fois juridique et politique, puisse émerger à un moment où l'on nous parle de développement durable qui transforme, à proprement parler, cet individu purement et simplement en un agent de développement, excité simplement à l'idée de vouloir faire des actions pour changer son quartier, pour proposer quelque chose à sa commune, et rien d'autre de valablement politique, c'est-à-dire agissant. Merci. Je salue tout le monde et notamment les trois champions qui sont ici avec nous aujourd'hui. Merci pour l'intervention. Et je voudrais tout d'abord faire ce que l'on pourrait appeler une sorte de dénonciation. Vous, en tant que champion, vous avez participé à un grand projet qui avait comme institution qui soutenait ce projet-là, comme USAID, comme gouvernement jeunesse Haïti. Et le thème, c'était bien sûr de réfléchir sur des perspectives pour 2030. Mais il faut le décrier, il faut le dire ici. Malheureusement, ce qui vous a été donné, c'est un laptop. Tout simplement, personnes qui ont dépensé leur temps, leur énergie à travailler sur plus de 2 mois. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu comme récompense? Ça a été tout simplement un ordinateur portable. Je pense qu'à ce niveau-là, comme le disait déjà un jeune, quand on se moque justement des universitaires dans le pays. Je voudrais vous poser une question. Il me semble que dans votre développement, il n'y a pas eu un souci pour développer quelque chose d'original, de local, je veux dire. J'ai l'impression que si l'on prend ce que vous avez présenté et que l'on lise en Allemagne, qu'on le lise en Angleterre, on ne va voir absolument ce qui va changer. Je voudrais savoir si c'est un langage qui soit si universitaire, donc si universel, qui vous fait rentrer dans ce schéma-là, ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas une particularité haïtienne? Deuxième question, les points que vous avez proposés me semblent situés dans ce que les grandes puissances projettent. Mais est-ce qu'on peut parler de développement en Haïti sans prendre en compte, si vous voulez, ce que l'on pourrait appeler une dette morale internationale envers Haïti? C'est que ces pays-là ont contribué à faire d'Haïti, à causer qu'Haïti soit ce qu'elle est justement aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut parler de développement sans demander d'abord qu'on reconnaisse quelque chose, un tort qui a été fait de notre histoire en tant que peuple, en tant que nation? Merci. Monsieur, je vous félicite pour la conférence. Je dois vous dire, pour atteindre le développement durable, quel choix économique devrait-on faire? Puisque l'on sait, à chaque choix économique que l'on fait, si on tient compte par exemple des grandes révolutions industrielles à travers le monde, disons, l'environnement n'est jamais protégé. Aujourd'hui, à travers quel modèle économique et quel choix économique il faut faire pour pouvoir atteindre ce développement durable? Ensuite, est-ce qu'il y a déjà un pays du Sud qui a déjà atteint les objectifs de développement durable
si on tient compte de cette perspective à travers le monde, où tout part et pour les grandes puissances, et à travers les grandes institutions financières internationales, il y a toujours des plans d'ajustement structurel, disons, pour les pays du Sud, avec, disons, dans une logique tout part et pour les grandes puissances. Est-ce qu'il y a un pays du Sud actuellement qui a déjà atteint l'un ou quelques objectifs de développement durable? Merci. Je dis bonsoir à tout le monde. Je salue justement les panélistes. Alors, je ne crois pas que ce soit les concepts qui nous manquent. Bon, on a assez entendu parler justement de développement durable avec tout ce qui vient avec, quoi, comme concept, comme le monsieur vient de dire. Alors, le présentateur, il a dit tout à l'heure qu'il voulait justement faire l'économie de l'aspect technique de la question. Bon, je me demandais aussi qu'est-ce que cela allait donner vraiment qu'est-ce que cela allait apporter comme solution. Sinon est-ce que justement on ne serait pas plutôt trop coincé dans la première génération de droit mounio, ok? C'est-à-dire la génération de droit mounio, c'est plutôt droit civil et politique que tout à poter bourré là-dedans, c'est gain pouvoir, chercher gain pouvoir. Mais bon, si nous n'avons pas les développements durables, est-ce que là, ça ne peut pas renvoyer nous tout de suite à deuxième génération de droit mounio? Par exemple, deuxième génération de droit mounio, c'est plutôt droit socio-culturel économique. Au moins, je pense que tu as justement menez-nous sous question pour au moins qu'à commencer par des questions de développement. Est-ce que ce n'est pas là le problème? Est-ce que plutôt, par exemple, dans l'école, les bacs, on a parlé de développement durable avec tout gros concept ça, ou même pas quoi, c'est là le problème. Le problème, est-ce que justement on ne serait pas justement trop accroché à première génération de droit mounio justement, qui fait haïtien à trop collé dans la question de besoin de pouvoir au lieu de chercher résoudre véritable problème peuple là. Merci. Voilà déjà 4 bonnes interventions et concernant la même thématique qu'on développe, à savoir le développement durable. Je vous rappelle que vous êtes branchés Café Philo Haïti et dans cette ambiance, dans cette nouvelle ambiance qui nous accueille et à Café des Copains. Et rapidement, on va avoir les éléments de réponse et les échanges avec les principaux intervenants, à savoir Dulan Foglas et Carl Edouis Estima. Ok. Qui intervient en premier? Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la question de M. Ralph Jean-Baptiste qui demande, dans la logique du développement durable, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'un citoyen se comporte comme agent de développement au lieu de quelqu'un qui fait du lobbying politique avec des actions, je dirais, politiques? Et effectivement, c'est ce que mon collègue Dulan Foglas a souligné. Il a dit que le citoyen doit prendre ses responsabilités, agir étant qu'agent de développement. Il doit, à travers la société civile, les groupes de jeunes, donc les citoyens doivent penser, doivent apporter des réflexions soutenues sur la problématique même et les spécificités haïtiennes pour essayer vraiment de proposer quelque chose de positif pour aller effectivement dans la lignée du développement durable. Maintenant, je ne sais pas si mon collègue veut ajouter quelque chose. Le citoyen, c'est le pilier même du développement durable. Le développement durable, ce n'est pas quelque chose qu'on va justement importer, mais c'est le citoyen même qui est le pilier, le moteur même du développement durable. Donc c'est un agent de développement. Dans mon intervention, j'avais souligné comment les citoyens peuvent participer à ce processus de développement. Donc, les citoyens font valoir leurs desiderata, ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas un modèle de développement importé dans le sens, ce qui se fait dans les autres pays, on va les reproduire justement en Haïti, ou du moins dans ce pays même. Mais c'est plutôt l'ensemble des moyens, l'ensemble des façons dont les citoyens concevoient ce développement, donc l'ensemble des desiderata qui va être pris en compte pour arriver vers ce développement durable.
En ce qui a trait avec la dernière question, je vais intervenir sur la dernière question concernant quelle génération de droits de l'homme. Je dois dire que le développement durable englobe un ensemble d'axes. Donc il n'est pas seulement économique, mais il est aussi social, il est culturel. Donc il y a 17 ODD et l'ensemble de ces 17 ODD renferme tout ce qui est nécessaire, tout ce qui peut favoriser un cadre attrayant pour le citoyen, pour la population, pour qu'il puisse s'épanouir. Donc, en ce sens, je ne vais pas parler de première génération, de deuxième génération, mais l'ensemble, le concept même du développement durable englobe tout cela. Ok, je vais rapidement essayer d'intervenir sur l'intervention du deuxième intervenant. Je ne me rappelle pas vraiment de son nom. Qui a dit... Comment? Kirby Smythe, ok. Qui a dit, effectivement, nous avons fait une approche globale, ok, dans le cadre de notre intervention, mais c'est justement par le fait que nous avons laissé de côté l'aspect technique que nous avons présenté dans notre texte dans le cadre du concours. Si vous allez lire le texte du concours, vous allez trouver des éléments propres à Haïti que nous avons traités dans le texte. Mais dans le cadre de notre intervention, nous avons voulu prendre le développement durable dans son aspect global. OK? Maintenant, il a également parlé d'une certaine reconnaissance morale envers Haïti. Disons qu'actuellement, dans la logique des partenariats internationaux, donc nous nous sommes coincés, ok, étant que pays pauvre. Donc nous ne sommes presque pas maîtres de notre destin, dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de même financer les élections chez nous. Donc nous avons besoin effectivement, dans une certaine mesure, le support de l'autre, ok? Donc, dans cette société, je dirais mondiale, dont on parle de la mondialisation ou de la globalisation, donc il faudrait que Haïti entre dans la dynamique de ce développement, dit développement durable, et entrer dans la logique des ODD, et comme il l'a signé d'ailleurs, et les autorités l'ont signé. Donc, il faut entrer vraiment dans la mouvance et aller pour voir dans quelle mesure, d'ici 2030, on pourrait vraiment démarrer dans la route et pour faire d'Haïti un pays comme, bon, on le dit, un pays plus ou moins où la base du développement durable est déjà posée. D'accord. Et j'interviens rapidement pour dire que dans nos travaux, nous envisageons le développement durable du lieu de l'haïtien que nous sommes. Parce qu'il s'agit, en termes de perspective, de penser le développement en fonction des spécificités haïtiennes. Ce qui veut dire, quand nous pensons développement, bien que le concept en général, bien que le travail s'inscrit dans un niveau mondial, parce que nous sommes près de 193 pays à avoir signé pour les objectifs de développement durable au nombre de 17, mais il y a les particularités liées à la question haïtienne. Et nous voulons en tenir compte, parce qu'il ne s'agit pas d'importer, comme l'a souligné Dulan Foglas dans son intervention, d'importer un développement importé, mais c'est un développement par les Haïtiens, parce que c'est un développement également pour les Haïtiens. Ce n'est pas l'autre qui doit penser le développement pour nous, bien que l'on s'entende sur certains points, parce que les objectifs de développement durable sont des préoccupations qui ne sont pas spécifiques à un pays. Parce que la question de la faim, c'est une problématique mondiale. La question de l'éducation, c'est mondial. Néanmoins, chaque pays présente certaines données qui font que l'on doit considérer ces données-là pour qu'on puisse adapter le développement. C'est la raison pour laquelle on est dans une perspective de développement local, on est dans une perspective de gouvernance locale, de sorte que les autorités publiques, à travers le budget notamment, et la société civile,
la société civile organisée, on prend les ONG, bien entendu, on prend les différents organismes de défense des droits humains, par exemple. Tout le monde a son rôle à jouer, le secteur éducatif, les universités. C'est se mettre ensemble pour voir dans quelle mesure on pourra atteindre les objectifs de développement durable qui vont promouvoir en quelque sorte un niveau de vie plus ou moins acceptable pour notre génération, sans compromettre la capacité des générations à venir et de satisfaire leurs propres besoins. Et rapidement, pour la question concernant le choix économique pour le développement, il y a un texte de Stéphanie Trellet qui présente, dans lequel elle présente un chapitre intitulé « Quel modèle social pour le développement ?» Vous pourrez toujours consulter cet ouvrage. Là-dedans, on pourra dire, et pour appliquer cela à Haïti, c'est voir comment nos institutions, les institutions que nous avons déjà, parce que le problème ne se pose pas surtout en termes de cadre légal, mais plutôt il y a cette volonté d'action qui doit nous animer, de sorte qu'on prenne en compte les acquis que nous avons pour ensuite continuer à bâtir sur le développement durable. Parce que si à chaque fois on repart à zéro, et quand est-ce qu'on va arriver à 10 par exemple? Quand est-ce qu'on va arriver à 20? Ce qui veut dire qu'on doit tenir compte de ce que nous avons pour construire une nouvelle Haïti, pour construire et pour projeter Haïti 2030 comme étant le pays que nous voulons. Ça, c'est une première série d'interventions. Je ne sais pas si pour boucler, on pourra rapidement ajouter quelque chose pour qu'on puisse passer à la seconde série. Les intervenants, c'est Wikip Louza Kingfell. On a en deuxième lieu Roman Charles. On a Shirley Rivage. C'est pour une deuxième série d'interventions. Rapidement, on les prend. Bonsoir tout le monde. Et non pas moi, c'est Wikip Louza Kingfell. Moi, c'est étudiant à la NDC en sciences politiques et gouvernance. Et je pense que cette thématique ça est vraiment intéressant et vraiment important pour moi-même. Et une question que je suis capable de poser, comme je ne dois pas là depuis au début, même qu'on est, moi, je ne vais pas insister sur lui. Pour comprendre le présent, obligé de faire appel avec passé. Et c'est présent, en tout cas, permettre de faire une projection d'avenir. Et nous avons parlé de ODD, mais nous avons OMD. OMD, côté que Haïti est signé. Et m'a demandé, à partir de OMD, est-ce qu'on est capable de présenter, à partir de OMD, comment que suis capable de concevoir ODD? Est-ce que est capable de réussir? Parce que nous connaissons Haïti nous-mêmes, c'est une dirigeant nous fait pile, signer des conventions, et sans pour autant que jeunesse n'a pas jamais impliqué. Et comme on connaît très bien, que dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait, ce qui veut dire, si que nous pas jamais connaissance nous-mêmes en tant que jeunes, que vraiment engagement ça, que façon que vous engagez le pays, est-ce que nous-mêmes, jeunesse, vraiment, n'a jamais répondre? Je d'abord saluer le public Café Philo, téléspectateurs et puis assistants directs en particulier. Je remercie nous-mêmes panélistes pour des thématiques nous parler sur Soya. Moi, j'ai une préoccupation qui peut-être pas servir comme question, mais j'ai deux autres camarades de façon pas qui arrivent empiéter sur eux, mais m'a arrivé et faire nous quand même passer plus d'explications et li pas déranger. C'est qui ça le moi nous des premiers intervenants bien entendu li était invité parmi l'autre sociologues à réfléchir à chercher sous question développement et développement durable là. Et deuxième intervenant lui-même t'ai parlé sous ODD qui c'est objectif de développement durable. Préoccupation c'est qui ça le c'était qui place nous bail kilti haïtien avec identité peuple haïtien dans développement durable n'a parlé. OK? C'est question ça. Bonsoir à tous et merci messieurs de votre intervention. Alors moi-même j'ai deux questions. La première est d'abord c'est compte tenu du concept même du développement durable qui est axé sur les ressources naturelles, on peut dire que c'est contradictoire à la rationalité du système capitalisme, dans la mesure où le système capitalisme, pour
générer son profit se veut, alors n'utilise pas les ressources naturelles. Donc comment est-ce que vous-même vous voyez, je peux dire, le développement durable à ce point de vue-là en Haïti? Et la deuxième question, c'est au regard du mépris collectif de certaines expressions identitaires. Et comment est-ce que vous voyez une démarche visant, je dirais, le développement durable comme étant une forme de transmission aux générations futures? Donc, c'est ça les deux questions. Saluer tout le panélistes. Nous disons merci pour la conférence parce que les thématiques développement durable sont des thématiques qui sont très préoccupées. D'ailleurs, sont des thématiques qui rentrent dans le champ que je fouillé. Ça m'a dit, monsieur, je trouve qu'il y a une préoccupation parce qu'il n'est pas passé. Bon, il va obligé de pas passer tout. C'est que, pas parler de développement durable, c'est un concept que nous avons développé, Jean Demoiselle l'a dit tout à l'heure, elle a racheté par là dans le bouche-main, que nous avons développé pour avoir bonne conscience. D'ailleurs, nous, pour faire ça, nous mettons en branle tout un série de ONG qui travaillent sur la question espace vert, espace ceci, cela, tout un série de l'autre entités. Et d'ailleurs, question concept et développement durable, là, même quand même dit c'est on antinomie même pas par rapport à développement et système capitaliste là. Et d'ailleurs, bon, il est vrai que tout à l'heure moi nous Jean Noyer, nous avons parlé de développement, on a parlé de développement durable. Je dis à quelqu'un qui parlait de développement à particules. Développement à particules, appelé de développement solidaire, développement j'en ai parlé là, développement durable et tout ça, mais ils répondent à la même logique. Qui logique liée, c'est le développement ça nous connaît qui fait toute histoire qui est son développement qui commence depuis l'année 1945, c'est développement et capital là, c'est développement tout ça nous qui a fait la journée aujourd'hui. Mais moi-même un bagage qui est très préoccupé, d'ailleurs m'a travaillé sur le concept ça. Pour qui ça monsieur nous pas font remise en question de concept développement durable là, nous pas parler plutôt de durabilité du développement qui sont l'autre bagaille. Moi c'est ce concept ça m'a travail même temps mais vraiment nous font venir sous base. C'est vrai n'a pas essayé regarder par rapport à question budget parce que un élément qui est intéressant et là nous dit comment penser le développement durable en Haïti. Est-ce que aujourd'hui on cap penser développement durable en Haïti? Et là, on a regardé, bon, et d'ailleurs, nous connaissons une discussion qui est faite déjà dans le Café Philo sur ça, sur la question milieu journée aujourd'hui. Est-ce que nous avons parlé de développement durable journée aujourd'hui lorsque nous connaissons tout conflit qui oppose les pays impérialistes sur l'exploitation milieu journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti? Donc, je pense que ça, il faut nous regarder question ça. Parce que la question développement durable, c'est un bagage qui est très limité, c'est un bagage qui est fait pour le bail un système bien déterminé, une bonne conscience. Vous avez entendu les questions et rapidement on prend les réactions des panélistes. Ok, je vais essayer rapidement intervenir sur la première question. Et côté, il souligne un aspect qui est vraiment important, que effectivement nous pas souligné dans la présentation, qui c'est comment nous aider nous. Ça veut dire ça que tu fait avant même nous entrer journée jeudi analogique au DDO. Et récemment, récemment, en 2013, il y a un rapport qui était sorti sur réalisation au MDO en Haïti. Donc, nous avons vu que c'était vraiment catastrophique. Par rapport à ça, on a fixé comme objectif pour 2015 et par rapport à ça, nous réalisons nous-mêmes en Haïti. Question pauvreté, par exemple, si je prends exemple ça, au lieu de en quelque sorte diminuer, donc il est censé doubler. Donc c'est vraiment intéressant. C'est ça que fait dans le cadre de texte nous tout. Nous t'ai misé sur l'aspect ça. Nous t'ai dit, faut nous voir qui ça nous t'ai fait dans le cadre au MDO et puis pour nous avancer vers ODDO. Mais ça qui est important pour me souligner, c'est que ODDO n'est pas aussi différent que OMDO. C'est pratiquement un prolongement de au MDO. Dans la mesure, si je prends un exemple, il y a un objectif. Dans ODDO, tu as parlé de l'école gratis pour tout le monde. Mais dans ODDO, je dis, on parle de meilleure qualité d'éducation. OK?
c'est en fait on sorte de prolongement même de OMDO qui vient en quelque sorte plus ambitieux par rapport à ça a été fixé comme objectif dans le cadre OMDO. Maintenant, par rapport à la question vulgarisation objectif ça, c'est dans le cadre même perspective ça que nous-mêmes, nous la journée jeudi, c'est effectivement vulgariser le travail nous qui porte sur l'objectif de développement durable, faire population jeunes en particulier qui dans l'université connaît engagement ça que Haïti prend en juin 2012 et que yo même tout yo gon part de responsabilité que yo doit embrasser. Donc c'est dans le même cadre ça que nous là à Soya. Donc on va connaître si on va essayer ajouter quelques bagages sur est-ce que question. Nous atteindrons les ODD? Tout à l'heure Valérie saute parler sur ça qui a un rapport ensemble avec évaluation OMDO. C'est sûr que objectif Millennium pour développement OMDO, évaluation pour Haïti, donc objectif ça pas fin atteindre. Car juste prendre un exemple, il y a un objectif ça c'était dans le domaine éducation, c'était assurer une éducation pour tous. Donc jusqu'à présent pour atteindre objectif ça. Alors que dans ODDO, ils viennent reprendre le même objectif ça, mais cette fois-ci, ils approfondissent en ce sens, ils ont une éducation de qualité. Donc passer de une éducation pour tout le monde, venir une éducation de qualité. Pendant que premier objectif qui bon c'était pour en 2015. Donc il pas fin atteindre ça qui prouve que nous devons faire plus effort toujours. Si que nous pouvons assurer l'éducation pour tout le monde et nous passer avec les ODD au niveau d'éducation de qualité, donc nous sommes obligés de faire double effort pour que nous atteignions. Donc nous souhaitons effectivement que nous atteignions ODD. Nous souhaitons. Pour ça qu'il y a un rapport ensemble avec question contradiction, système capitaliste, ressources naturelles. Moi je voulais préciser que les ODD, yo prend en compte un ensemble d'objectifs qui, tant que Walken s'est dit, qui commet avec un ensemble de pays. Et ensemble d'objectifs, ça nous répartis sur 4 axes. Par exemple, il prend en compte un ensemble de problèmes environnementaux. Il prend en compte, par exemple, des problèmes sociaux, des problèmes économiques et des problèmes environnementaux. Donc, parler de ressources naturelles, je pense que c'est fait allusion avec peut-être financement au DD, ça que Khalidou s'est intervenu sur lui. Comment nous sommes capables de financer l'objectif ça yo. Mais moi, je dois dire que 4 axes environnement, social, économique, que ODD à l'Ichita Souli, les ODD, les objectifs du développement durable l'Ichita Souli, ils prennent en compte un ensemble de problèmes qui sont communs ensemble avec un ensemble de pays dans la région et problème ça nous retrouvons en Haïti, soit dans le domaine éducation, soit dans le domaine d'eau potable, soit dans le domaine par exemple équité de genre. Ensemble des problèmes, ça c'est des problèmes que nous gagnons, nous vivons au jour le jour et ces problèmes ça que ODD ils reprennent et puis ils veulent que nous atteignions résoudre problème ça yo. OK, rapidement et n'a dit que en 2000 les Nations Unies ont initié les objectifs du millénaire pour le développement et en vue d'induire des indicateurs désagrégés pour pouvoir mieux cerner et mieux mesurer le développement. Et ces indicateurs qui fixaient des résultats également, et ils étaient déclinés en plusieurs cibles qu'on devait atteindre. Maintenant, après, il faut analyser situation de résultats, situation de réalisation, objectif millénaire pour le développement. Ça veut dire que pour nous-mêmes, bon côté nous en Haïti, c'est à zéro barré. Zéro barré dans le sens que ça nous a fixé tête nous, ça nous a signé pour lui, ça que nous sommes signé pour lui tout septembre 2015 qui sont passé là, nous pas arrivé à atteindre. Question grand goût, question chômage, question nous avons dit quitter de gens, jusque là aurait été idéal pour Haïtiens. Maintenant, moi je voulais partager rapidement et bien avant que nous terminions cette séance là. Il y a une intervention que Stéphane Leyens, dans le livre qui c'est Stratégie de développement durable, présenté concernant ce concept-là. Il dit deux faits sont difficilement contestables lorsqu'on aborde la question du développement durable. Premièrement, il apparaît qu'en un peu plus de 2 décennies, le concept de développement durable est devenu incontournable.
que ce soit dans les débats populaires et dans les médias, dans les discours politiques et économiques ou dans les discussions scientifiques et académiques, l'idée de développement durable est sans cesse invoquée pour caractériser une démarche, justifier une stratégie d'action, qualifier une multitude d'acteurs et de penseurs, aux orientations et desseins pourtant parfois incompatibles, qui se reconnaissent du projet de développement durable. Et de deux, il y a l'étendue du succès que la notion rencontre, qui n'a d'égal que l'intensité du flou sémantique qu'elle véhicule. Pour comprendre que la notion de développement durable en elle-même fait l'objet de débats. Car pour les financiers et altermondiistes, les agences de développement et agences environnementales, politiciens de gauche et de droite, syndicats et chefs d'entreprise qui se réclament du même concept de développement durable, on est en droit de se demander s'ils parlent bien de la même chose. Certains vont alors jusqu'à soutenir qu'il s'agit d'un concept dénué d'intérêt. Et on prétend d'un côté que l'expression est un pléonasme, et on a soulevé cette problématique autour de la question, notamment dans la question de la durabilité du développement durable. Cette question est un pléonasme puisque le développement a pour visée l'autonomie de ses bénéficiaires et donc la pérennité de ses effets. Le développement est par définition durable, tandis que de notre côté, on y décèle un oxymoron, un concept qui se contredit lui-même au sens où le développement implique nécessairement la mise en péril des conditions de son effectuation. Et de là, on peut voir que le développement durable comme concept, ce n'est pas quelque chose de figé. Jusque-là, il y a beaucoup de débats autour de cette problématique, mais nous autres, nous avons amorcé cette réflexion pour voir dans quelle mesure on pourrait penser un développement durable du lieu de l'haïtien que nous sommes, du lieu de l'haïtien qui présente des particularités. Un haïtien n'est pas un États-unisien, et si je veux employer ce terme, un haïtien n'est pas un norvégien. On doit tenir compte des spécificités, on doit tenir compte de notre culture pour construire ensemble un développement qui puisse, en quelque sorte, favoriser nous autres peuples, un développement local, un développement à l'haïtien. Voilà, c'était avec vous, Café Philo, pour penser le développement durable en Haïti. Merci. Continuez à marcher, les jours la calève, les soleils já monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire.